On va en fait, donc pour présenter la journée, on a ce matin 3 interventions qui sont des restitutions de projets. Et nous aurons évidemment un temps de déjeuner libre et nous reprendrons à 14 heures pour une table ronde dynamique avec des intervenants qui vont faire des retours d'expérience et d'expérimentation assez intéressantes. Donc, et voilà, et puis des échanges que nous souhaitons très riches, et ça, nous n'en doutons pas. Donc la première présentation de ce matin va être réalisée par Françoise Paquin-Segui, qui est bien évidemment membre du laboratoire HELICO et qui est à Sciences Po, à Lyon. Françoise travaille en fait sur les problématiques des usages depuis milieu des années 80 jusqu'aux années 2000. Et puis elle s'est ensuite intéressée évidemment depuis les années 2000 aux usages du numérique. À bientôt. Oui. Voilà. Et donc, ce qui l'intéresse tout particulièrement actuellement, c'est les plateformes et l'algorithmie. Et en parallèle à ces différentes approches de terrain qui sont liées à différents programmes de recherche, elle mène une réflexion qui est sur l'épistémologie des usages à travers une analyse évidemment de cadres théoriques et de concepts qui les accompagnent, avec une attention qui est vraiment centrée sur l'évolution et l'adéquation du concept d'usage et d'usager, ce qui est aussi notre sujet aujourd'hui, et notamment avec, en appui avec les textes fondateurs francophones. Alors, est-ce que... Oui, c'est parfait. Je vais laisser la parole à Françoise. Merci beaucoup Mabrouka, bonjour à tous. Donc effectivement, comme Isabelle et Mabrouka l'ont dit, la présentation que je vais faire ce matin s'appuie sur un programme de recherche qui finira en 2020, qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et par la MSH Aquitaine. Ce projet est assez conséquent et comporte des actions de terrain, avec par exemple l'école de cognitique de Bordeaux. Mais ma participation est très particulière dans celui-ci, puisque avec une collègue, Geneviève Vidal de l'Université Paris 13, nous avons été chargés en quelque sorte d'abord d'une revue de littérature pluridisciplinaire, avec les disciplines qui sont présentes dans le projet, et ensuite, cette revue de littérature étant faite, nous devons nous questionner finalement d'un point de vue épistémologique et théorique sur que serait l'usage, l'utilisabilité, l'accessibilité. Et donc c'est la restitution de ce travail, et je m'excuse d'ores et déjà du caractère touffu ou compact qu'il peut avoir, dont j'ai bien conscience, mais je ne suis pas arrivée à faire mieux en quelque sorte, et j'espère que les questions et l'échange que nous aurons après permettra peut-être de préciser ou d'alléger cette présentation. Donc en fait, mon questionnement, c'est vraiment de partir de 2 points, comme vous pouvez le lire dans le titre. Le premier, c'est véritablement l'idée que tel qu'il est défini théoriquement, c'est bien l'usage qui va permettre de vérifier que l'accessibilité est en œuvre, puisqu'on a fait action d'un dispositif, d'un outil, d'un logiciel, d'un service, peu importe, qui est mis à disposition. Et donc, rentrer par l'usage, c'est considérer que l'accessibilité, par un moyen ou par un autre, a été mise en œuvre et est devenue effective, qu'elle s'est réalisée dans une action avec, je le redirai, une dimension sociale. On va garder comme définition l'idée que l'utilisation, c'est ce qu'on fait dans notre coin, et quand on fait tous la même chose dans notre coin, on acquiert une dimension sociale via un seuil critique quantitatif ou qualitatif qui permet de parler d'usage. Et donc l'approche pluridisciplinaire du projet, je l'ai limitée pour aujourd'hui à deux disciplines. Les sciences de l'éducation, enfin l'ergonomie d'abord, et les sciences de l'éducation.
Alors, pour commencer, je voudrais quand même rappeler quelques éléments. Le premier, c'est que le handicap n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, que c'est un véritable fait de société. 12 millions de Français sur 66 sont touchés par un handicap, et qu'aujourd'hui, d'après tous les textes qui s'y intéressent, on a affaire à 6 grandes familles de handicap. Alors, quand on prend la mesure de ces quelques chiffres sur le handicap, donc comme je le disais, 12 millions de Français, 80% de handicaps qui sont invisibles, alors que les 20% qui restent et qui sont stigmatisés en quelque sorte par le symbole du fauteuil roulant sont omniprésents en quelque sorte, forcément ça nous interroge sur la diversité. Et ça, c'est quelque chose, quand on étudie les usages, qui est extrêmement commun. Le fait que chacun met en œuvre ses propres moyens, ses propres compétences, ses propres habiletés cognitives, et que finalement, derrière le terme de handicap ou derrière le terme d'usage ou d'accessibilité, on a des réalités qui sont extrêmement contrastées et, ce qui aggrave l'affaire, évolutive. Donc on ne peut pas considérer qu'on a un état de l'art fiable qui permettrait de penser les choses d'une manière statique. C'est pour ça, bien sûr, que l'intérêt pour le numérique est extrêmement facile, séduisant, évident, puisque le numérique est supposé apporter une dématérialisation qui, à naissance, doit faciliter l'accès, puisque théoriquement, on a moins de déplacements physiques nécessaires, on a une souplesse de l'interactivité qui permettrait d'aller à son rythme, de t'ouvrir son propre chemin, de choisir dans une offre qui s'est démultipliée. On a des caractéristiques multimodales, on peut lire, on peut écouter, on peut voir des images. Donc finalement, à naissance, en quelque sorte, la technique numérique semblerait avoir des atouts qui faciliteraient une réponse diversifiée, spécifique, avec un fond commun, en quelque sorte, que chacun s'approprierait à sa façon. Et il me semble que c'est grâce à ces atouts du numérique qu'on en arrive à cette question que je remettrai en cause. Le numérique serait-il un atout technologique au service du handicap? Et donc, permettrait-il de l'alléger ou de l'atténuer pour faciliter l'appropriation et la construction d'usages? Alors, le numérique s'incarne dans un certain nombre de technologies, qui ne le sont pas toutes, il reste des technologies qui ne sont pas numériques tout de même. Et Casilli, par exemple, dit que ces technologies sont capacitantes, donc elles apportent la part de compétences qui manquerait à l'humain, qu'elles lui fassent défaut pour des raisons de handicap ou pour d'autres raisons sociales, par exemple. Donc finalement, ces technologies capacitantes engendreraient 3 phénomènes. D'une part, l'élargissement des possibles, le choix, l'offre qui se démultiplie. Deuxièmement, l'inclusion par le numérique, entre autres quand on est à distance ou quand on est virtuellement présent. Et bien sûr, l'exclusion par le numérique, ce qui laisse penser qu'en fait, la question de l'accessibilité n'est pas du tout réduite à l'accès ou à l'inclusion, mais qu'elle doit porter une vision qui est beaucoup plus globale, en fait, avoir les mêmes choix que les autres et pouvoir en refuser autant que les autres. Donc finalement, c'est avoir le choix pour pouvoir refuser le cas échéant. C'est pourquoi je souhaite commencer en croisant, dans un premier temps, l'accessibilité et le design qui nous conduisent à l'ergonomie, et ensuite, dans un deuxième temps, l'accessibilité en termes d'apprentissage, donc apprentissage et dispositif, pour revenir dans le giron des sciences de l'éducation. Mais je ne suis pas légitime dans ces deux disciplines, ni l'ergonomie ni les sciences de l'éducation, donc je constaterai et questionnerai ces éléments et ces disciplines à partir de la mienne, les sciences de l'information et de la communication. Alors, pour l'ergonomie, ce qui est très intéressant à retenir, c'est un peu comme si je faisais mon marché dans ces deux disciplines, en quelque sorte. Ce qui est très intéressant à retenir, c'est cette idée que l'homme est au centre, véritablement, ce qui relègue la technique à la deuxième ou à une autre place, en tout cas. Et
le Congrès international d'ergonomie, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit en 1969, parce que la technique était moins préoccupante et la technique numérique était absente, propose donc de donner comme objectif à cette discipline d'élaborer, avec le concours de diverses disciplines scientifiques qui la composent, un corps de connaissances dans une perspective d'application pour aboutir à une meilleure adaptation à l'homme des moyens technologiques de production, des milieux de travail et des milieux de vie. Donc finalement, il s'agit des conditions et des modes d'utilisation des objets techniques dont on va tenter de proposer une meilleure adéquation à l'homme et non l'inverse, ce qui finalement ravive des définitions de l'usager qui sont relativement anciennes chez nous. Et je citerai Jacques Perriot, pour qui l'usager est un agent de contexte qui doit faire avec ce dont il dispose, et il considère tout le matériau et les outils dont l'usager dispose comme une boîte à outils avec laquelle l'usager va trouver une réponse spécifique à ses objectifs, à ses capacités, en tenant compte de l'environnement dans lequel il construit cette réponse. Donc pour l'ergonomie, tout de même, cet environnement est principalement professionnel et l'usager est au cœur de la conception. Donc mettre l'usager au cœur de la conception, si on avance un petit peu plus dans le temps, en quelque sorte, on se retrouve dans les années 90 avec une ergonomie qui petit à petit se détache d'un contexte professionnel et d'un contexte mécanique. Il faut penser au travail posté principalement, qui a été la niche dans laquelle l'ergonomie s'est d'abord développée pour optimiser, bien entendu, la productivité du travail posté dans les premières années. Donc, à partir des années 90, on a d'autres approches. Donc, c'est un mouvement anglo-saxon que vous connaissez tous qui se désigne en mettant l'usager au centre et en considérant finalement que ces deux nouvelles branches ou cette nouvelle branche de l'ergonomie, donc la conception centrée utilisateur, est un ensemble de processus qui ne va pas se limiter aux interfaces ou aux technologies et dans lequel on va porter l'attention d'une manière très vive et très soulignée à chaque étape sur la facilitation de l'utilisation en tenant compte des caractéristiques de l'utilisateur, de l'environnement dans lequel il travaille et du déroulement dans lequel les tâches s'effectuent. Donc finalement, on trouve principalement ces mouvements, d'une part dans l'ergonomie informatique et dans le design d'interface, bien entendu. L'éthique, les objets connectés, l'Internet des objets ravive, renforce ces deux éléments à tel point qu'en 2015, une norme ISO a validé les 5 étapes, les 5 critères de cette démarche de conception. Donc, premièrement, vous pouvez le lire en même temps que moi, la prise en compte en amont des utilisateurs, de leurs tâches et de leur environnement, la participation active des utilisateurs, une répartition appropriée des fonctions entre les utilisateurs et la technologie, une itération des solutions de conception jusqu'à atteindre la satisfaction et une intervention de concepteurs pluridisciplinaires dont l'objectif commun et consensuel est d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc finalement, on est situé très en amont de la mise en marché. Les 2 premières étapes, on le comprend à leur lecture, sont décorrélées de la technique. Prise en compte en amont des utilisateurs, de leurs tâches et de leur environnement, c'est bien par l'homme qu'on commence. Participation active des utilisateurs qui vont exprimer leurs besoins et les exigences. C'est l'homme qui s'exprime à propos d'un dispositif technique et pas l'inverse. Donc finalement, on voit que dans ces 2 premières étapes, la conception n'est pas centralement pilotée par la technique et l'industrie. Et en fait, c'est dans les suivantes qu'elles vont trouver leur place et qui va pouvoir s'équilibrer en quelque chose. Donc l'acceptabilité, si on tient compte des définitions assez fondatrices de Barcenella et de Bastiat, c'est finalement, à travers cette démarche centrée utilisateur, comment faire émerger les facteurs d'intégration et d'appropriation des nouvelles technologies dans le monde du travail et
ou de la vie quotidienne, puisqu'un certain nombre d'objets sont poreux et passent d'un univers professionnel à un univers personnel ou réciproquement. Alors, chercher les facteurs d'intégration et les principes itératifs dont il a déjà été question n'est pas sans rappeler des travaux qui ont été conduits par le Centre de sociologie de l'innovation à la fin des années 80. Vous avez compris pourquoi cette période m'intéresse autant, c'est parce qu'elle est moins technophile que la période contemporaine. La technique y est moins invasive en termes d'outils d'information ou de communication. Et en fait, ce modèle tourbillonnaire qui a été conçu par Madeleine Acriche, par Calon et par Latour, est quand même extrêmement pertinent aujourd'hui. Puisque finalement, on y voit d'abord, vous le voyez par le schéma, où on a des boucles avec des flèches qui montrent que certains éléments sortent de la boucle. On y voit donc le quatrième élément de la norme ISO, l'itération des solutions de conception jusqu'à satisfaction des besoins et des exigences exprimées par les utilisateurs. Autrement dit, on propose par exemple une interface avec des fonctionnalités. Certaines fonctionnalités sont très appréciées, on va les démultiplier. Certaines fonctionnalités sont inusitées, semblent inutiles, on va les retirer de la version plus 1 de l'interface. Donc finalement, on a à chaque fois des hypothèses qui sont produites par l'ergonomie centrée utilisateur avec tous les travaux qu'elle a fait antérieurement pour comprendre l'utilisateur et ses besoins, une phase de test, donc test terrain, remise en cause, feedback, analyse de ce feedback, et puis petit à petit, finalement, une façon d'affiner l'offre. Alors, avec les dispositifs numériques, l'offre est affinée, en fait, sans rien supprimer. On va, par exemple, profiler, paramétrer, et je me servirai d'un outil du menu qui me convient et qui ne vous conviendra pas, mais peu importe, ça ne vous privera pas des vôtres en quelque sorte. Donc on a à la fois un cumul, une sélectivité, ce qui veut dire qu'on fait des types d'utilisateurs et des catégories d'utilisateurs. Donc finalement, on se rend compte que l'ergonomie nous apporte plusieurs composantes à la notion d'usage qui est la preuve de l'accessibilité. La première, c'est cette interaction entre un individu et un objet qui vraiment engendre la simple utilisation. Je me sers de l'outil, sauf que c'est le début de la preuve de l'accessibilité, parce que si l'objet ne m'est pas accessible, je ne m'en servirai pas. La deuxième, c'est le contexte dans lequel on va s'en servir et dont la façon dont l'outil est pensé pour fonctionner en contexte, autrement dit l'utilisabilité de l'objet technique, qui est censé faciliter cette utilisation et cet usage. Et le troisième, c'est à T plus 1, comment est-ce que l'objet a été évalué en termes d'utilisabilité, d'accessibilité, quels usages a-t-il permis de produire, ce qui permet de définir des scénarios d'usage pour l'outil numéro 2 ou la version numéro 2 de l'objet. Donc finalement, on a une appropriation qui se fait au fil du temps par itération, en cumulant et jamais en excluant, ce qui favorise bien sûr l'accessibilité. Alors c'est ce qui nous conduit à un autre courant du design qui est la conception pour tous, la conception universelle, le design all inclusive, qui devrait permettre d'atteindre une acceptabilité maximale, protéiforme, qui ferait que tout utilisateur aurait, quelles que soient ses caractéristiques, des points d'accroche pour développer un usage. Et finalement, la conception pour tous a pour objectif de n'exclure aucun futur utilisateur ou usager. Mais le non-usage est toujours manifeste et latent. Et finalement, cette vision pose cette question usage-non-usage sur laquelle je reviendrai. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là. Intégrer au cours d'un processus de conception d'un produit ou d'un service la plus grande diversité d'utilisateurs possible, incluant leur handicap, leurs différences cognitives et ou motrices. Moi, je trouve que la meilleure définition, ça serait de s'arrêter après possible. La plus grande diversité d'utilisateurs possible. J'ai envie de dire, après, ce n'est pas vraiment le problème.
problème, c'est la diversité et pas un individu cible et profilé comme la plupart des outils le conçoivent et le proposent aujourd'hui. Alors l'objectif est quand même très noble puisque, on le voit, si on n'exclut personne, on va avoir, c'est une lapalissade, plus d'usagers, donc on va atteindre un seuil critique qui va rendre l'usage social, puisqu'il sera partagé, puisque ça sera un trait commun de société. Donc on fait tout reposer sur une utilisabilité maximale de l'objet qui doit satisfaire le plus d'utilisateurs, d'individus possible. Donc finalement, on passe de que propose-t-on, ça c'est une démarche d'industriel qui veut cibler un marché, à qui on propose pour quel contexte d'utilisation. Et on a donc une offre plus ciblée, plus profilée. Cependant, certains auteurs, et entre autres Lorich et Vedder, montrent qu'il y a 3 facteurs qui vont être clivants dans cette masse d'usagers et qui sont les différences culturelles, les différences d'âge, le vieillissement, donc un aspect d'âge et un aspect de génération, et puis les handicaps et les déficiences qui peuvent être présentes. Donc ces facteurs, finalement, sont sous-jacents aux démarches de design inclusive ou de design for all dans le guide ISO numéro 71 qui a été diffusé en 2001, qui propose des principes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux besoins des personnes âgées et celles ayant des incapacités. Et la conception accessible en design for all doit pouvoir répondre aux limitations des utilisateurs afin que les produits, les services ou les environnements soient facilement utilisables sans aucune modification. Donc finalement, 2 façons d'interpréter cela, soit quelque chose qu'on connaît par cœur dans d'autres secteurs, on nivelle par le bas, c'est-à-dire qu'on se fie aux plus petits moyens disponibles, ou bien on cumule. C'est-à-dire on intègre les plus petits moyens disponibles jusqu'aux plus grands moyens disponibles. Et on permet de faire varier les éléments paramétrables par l'utilisateur pour qu'il ait affaire à ce qui lui convient le mieux, et j'insiste, de manière évolutive, c'est-à-dire que si, alors que je suis bien voyante, ma vue baisse avec l'âge, je pourrais faire agir le zoom ou le grossissement de la police de caractère, alors que je ne rentre pas dans une catégorie de handicap. Donc on a finalement là, à mon avis, le climax de la fracture numérique. La fracture numérique n'est pas entre quels usagers, comment sont-ils usagers, et des typologies d'usagers, mais entre usagers et non-usagers. C'est vraiment une catégorie extrêmement complexe que celle du non-usage, puisque à l'heure actuelle, on en fait à tort une catégorie fourre-tout, et que dans ce fourre-tout, on rassemble et on considère comme homogènes des situations et des expériences qui ne le sont absolument pas. On fait rentrer dans le non-usage des individus qui ne veulent pas, je dirais presque mordicus en quelque sorte, qui ont décidé que non, ils ne seraient pas sur Facebook. Ce n'est pas un problème de capacité, ce n'est pas un problème d'accessibilité, c'est une posture sociale. Et des individus qui ne voient pas les avantages ou les inconvénients qu'ils pourraient avoir à développer certaines activités numériques, et d'autres qui voudraient, et soit qui ne peuvent pas, soit qui ne savent pas comment y accéder ou comment se comporter une fois qu'ils y sont. C'est pour ça qu'il faut peut-être revenir à des notions d'ergonomie centrée utilisateur qui commencent à introduire le deuxième élément que j'aborderai, à savoir celui de dispositif. En mettant la main, Conin, c'est un grand ponte de sciences cognitives, sur non pas concevoir des outils, des objets, des services, mais des dispositifs souples, ouverts, paramétrables, adaptables, qui favorisent à chaque fois une utilisation spécifique en s'interrogeant sur les circonstances sociales et humaines qui participent à l'émergence de ces catégories, usagers ou non usagers. Et pour conclure cette partie, je voudrais revenir juste à titre anecdotique, mais pour moi ça ne l'est pas en fait, sur des travaux qui sont anciens, les travaux de Nielsen, qui montrent que quand on a développé les premiers sites web dits accessibles, entre autres pour les personnes
malvoyantes ou qui avaient des handicaps qui ne facilitaient pas le maniement de la souris, du mousepad ou des choses comme ça, en 2001 on n'avait pas vraiment d'autres interfaces à notre disposition, on avait de meilleurs résultats pour les personnes valides. Autrement dit, quand on réfléchit mieux à la conception, par le mieux j'entends avec des objectifs humains et moins commerciaux, alors on facilite la navigation, l'information de tous les usagers. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le climax, il est surtout entre usagers et non-usagers et pas entre différentes catégories d'usagers dont certaines seraient liées à des handicaps ou des incapacités. Alors, je voudrais passer maintenant, bien sûr, aux sciences de l'éducation. Alors, je suis mal à l'aise parce que ma collègue de gauche en est spécialiste, mais tant pis, j'aime bien la prise de risque, finalement. Elle me dira si je dis des bêtises ensuite, et très volontiers d'ailleurs pour m'améliorer. Donc, en fait, les sciences de l'éducation, quand même, ont été de manière visible la première discipline qui s'est grandement interrogée sur ramener de la techno dans les processus d'apprentissage. Je le dis de manière aussi triviale parce que la question était très large à l'époque et même les objets n'étaient pas consensuels du tout. Et finalement, cette discipline, dans le cadre de l'enseignement primaire puis de l'enseignement supérieur, a été sommé par des directives, des injonctions publiques, des politiques publiques, d'intégrer l'informatique à l'école. Bien sûr, tout le monde se souvient largement des premiers plans informatiques pour tous. C'est quand même à la fin des années 70, où on se dit il faut faire rentrer l'informatique à l'école. Puis on suivit les environnements numériques de travail, les campus numériques. Je ne peux pas les citer, il y en a trop, et il y en a toujours. C'est ça qui est amusant. Voilà. Et comme disait Marie Féfin avec un brin d'humour, les usages sont à la mode dans le monde éducatif depuis fort longtemps. Alors ce qui m'intéresse en fait, c'est que contrairement à l'ergonomie qui part de la conception d'objets matériels, physiques, un micro, une souris, etc., puis de services, puis d'outils matériels que sont les logiciels par exemple, les sciences de l'éducation n'ont jamais fonctionné comme cela. Elles se sont toujours posé la question de dispositif, un dispositif pédagogique, considérant qu'un objet technique, que ce soit une machine ou un logiciel, était à l'intérieur d'un contexte qui faisait dispositif. Et donc j'aime beaucoup en revenir à la définition de Jean-Marc Meunier, qui est dans un numéro de la revue Hermès qui est consacré au dispositif, et qui considère le dispositif comme bien sûr quelque chose qui requiert et convoque la technique, mais qui, à un niveau supérieur d'abstraction, s'estompe et devient presque synonyme d'agencement d'éléments quelconques. Et je retrouve là ma boîte à outils de Perriot, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qui a été décidé par le ministère, par l'établissement, par les moyens financiers que l'on a, et par les moyens humains et sociaux que l'on a, un prof qui veut pas, des élèves qui s'enthousiasment, des élèves qui disent qu'ils ont un meilleur dispositif à la maison et à qui ça tombe des mains. Autrement dit, un dispositif devient presque synonyme d'agencement d'éléments quelconques. Alors, cette façon de voir les choses a obligé, entre autres pour des raisons vraiment de moyens financiers et humains, l'éducation nationale, pour le dire vite, à dépasser la question de la technique pour arriver dans une situation d'intéressement des individus pour que les projets se développent. S'il n'y avait pas un porteur humain convaincu, passionné, on le sait tous, ça ne peut pas du tout marcher. Donc finalement, on arrive à l'idée que non, qu'il faut vraiment dépasser, c'est l'idée de la citation de Selvin, l'idée que les technologies auraient à naissance une capacité à faire apprendre, à aider à l'apprentissage, et que par contre, il faut voir quelles sont les conditions sociales d'accès et de maniement de ces outils, et il faut voir comment le social débat, pas forcément conteste, comme c'est écrit dans la citation, mais au sens discute, débat, de la nécessité ou pas de l'informatique, des tablettes à l'école, des tablettes pour apprendre à lire, etc. Donc finalement, on peut intégrer l'usage à l'intérieur d'une vision qui est multidimensionnelle du dispositif et qui va nécessiter à la fois d'avoir
un dispositif institutionnel et qui nécessite que l'apprenant ou le futur usager du dispositif mobilise sa boîte à outils, ses ressources qui vont être à cheval dans l'institution et forcément dans sa vie privée. Donc on peut cibler, comme le dit Monique Linard, qui est quelqu'un de fondamental dans ces travaux-là, que le dispositif, c'est une construction cognitive, fonctionnelle, pratique et incarnée, qu'il suppose quelqu'un derrière la représentation, autrement dit, il faut de l'humain, préalable à l'effet visé, une logique de type dramatique, donc il faut construire un scénario et il faut qu'il y ait un climax, qu'on combine une mise en scène des protagonistes, des rôles, des circonstances et des règles de déroulement de l'action. Et finalement, pour elle, deux paradigmes se distinguent et sont indispensables. Le paradigme rationnel et objectif, qui est centré sur le dispositif lié aux objets, et le paradigme expérimentiel subjectif, qui est centré sur l'humain, sur les acteurs de l'action, que ce soit les apprenants ou les futurs usagers, que ce soit ceux qui sont du côté de l'offre ou du côté de la consommation. Donc finalement, ce qui compte, ce serait pour les sciences de l'éducation une action située avec des finalités. Donc pourquoi est-ce qu'on se mobiliserait pour développer des usages? Quelle est l'action que l'on veut atteindre? Donc finalement, cette définition du dispositif suppose qu'on dépasse le numérique, qui est un substrat social, mais qu'on intègre l'expérientiel subjectif, personnel, autrement dit une culture du numérique qui serait indispensable et qui serait le lieu de travail, de fabrication de l'usage. Donc, si je reprends des poids lourds de la discipline, et avec Linard et puis surtout Georges-Louis Baron, l'utilisation, rappelle-t-il, s'appuie sur des compétences qui sont propres à une culture technique, à une culture de l'informatique. Nous avons intégré les procédures de la technique, qui sont des prérequis aux usages. Même si ces prérequis ne s'appliquent pas qu'à des dispositifs d'apprentissage. Donc finalement, pour lui, la relation entre les sujets et les objets techniques est ontologique et culturelle, et c'est là que se situent les écarts entre les usagers et les non-usagers, des écarts constants qui sont liés au savoir, qui sont construits souvent de manière tacite. Autrement dit, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend par perméabilité culturelle, parce qu'on voit les autres faire, parce qu'on demande de l'aide aux autres, parce que les parents, les adultes conseillent, etc. Donc finalement, la culture numérique, et ça sera là pour moi presque le mot de la fin, c'est une spécificité. Et finalement, l'école doit s'en saisir, mais ne peut pas du tout être la seule à s'en saisir, puisqu'il faut intégrer ces apprentissages dans des normes qui sont issues de pratiques sociales, qui se forgent et se forment à l'échelle de la société. Donc, pour conclure vraiment, finalement, la question du handicap, si on la prend comme une barrière à l'usage, à la formation de l'usage, est revisitée complètement par les technologies numériques, par les applications et les services, par les objets connectés, qui la rendent très complexe à situer dans un environnement en permanence en évolution. Et donc, si l'environnement évolue, l'adaptation à cet environnement fait que les usages également évoluent. Et pour moi, le numérique change ces barrières à l'usage dans deux directions. La première, c'est une évidence, c'est l'objet ou le bien matériel, c'est les services ou les rapports en présentiel qui disparaissent progressivement. Qu'on soit dans l'usage ou le non-usage, qu'on soit dans le handicap ou dans l'aspect valide, ces éléments sont transversaux, la perte de manière presque hégémonique du face-à-face, du présentiel, du contact physique avec l'objet dans la pratique. Autrement dit, la donne technologique qui est magnifiée par des discours d'escorte, y compris par les acteurs publics qui sont aux commandes de l'accessibilité, nous amène à ce paradoxe-là.
ces éléments n'ont pas trait particulièrement ni aux non-usagers, ni aux personnes en situation d'incapacité ou de handicap. Ils ont trait à l'ensemble des usagers du numérique. Le présentiel, le concret disparaît. J'ouvre juste une parenthèse. Le plan qui a été lancé en janvier dernier du 100% plateforme n'arrangera rien, ni pour les valides, ni pour les autres. Pour l'ensemble des citoyens français, nous aurons affaire de plus en plus à de l'immatériel, à du guichet virtuel, à du à distance, à de la plateforme. Donc là, on voit bien un paradoxe. On se sert de ces aspects-là du numérique que j'évoquais pour commencer comme étant au service de l'accessibilité, alors que ça n'est pas uniquement destiné à l'accessibilité, mais que c'est un mode de fonctionnement social qui se met en œuvre. Donc, quand on généralise l'accès à des services publics en les dématérialisant, on renforce encore la barrière à l'usage, y compris pour des gens qui ne sont absolument pas en situation de handicap dans les 6 familles qui sont définies, mais qui sont victimes de la fracture numérique ou qui sont classées dans les non-usagers à cause de la fracture numérique. La deuxième barrière qui se renforce, c'est toutes les consommations individualistes et personnalisées sur la base de profils qui se mettent en œuvre. Et encore une fois, sans distinction d'individus ou de capacité d'individus. Donc finalement, on nous propose de plus en plus d'agir seul, à distance, d'un clic, avec nos identifiants, notre compte. Bien sûr, on peut le faire avec des commandes vocales, bien sûr, on peut le faire avec des types de claviers qui permettent aux malvoyants ou aux non-voyants d'interagir, mais n'empêche que l'humain reste seul, quelle que soit sa situation. Et que moins la situation sociale est facile, plus la solitude est une barrière à l'usage. Si j'ai personne pour m'aider, si la personne qui est là pour m'aider ne comprend pas par quel moyen j'interagis avec la machine parce qu'elle ne partage pas cette limitation de moyens ou cette caractérisation des moyens d'interface, alors la solitude renforce la barrière à l'usage. Et finalement, de plus en plus d'outils techniques sont possibles. Je pense à un outil qui est transversal, qui est Siri, la commande vocale de Google, où n'importe qui peut s'en servir, et d'ailleurs tout le monde s'en sert, plus ou moins. Mais d'autres outils sont plus pointus, plus fiables, plus complexes. Mais plus la technique est complexe, plus l'appropriation de l'outil est complexe. Donc l'effort cognitif, même si le handicap est moteur par exemple, est complexe et demande quelqu'un qui aide, un apprentissage, et on a vu les limites que cela pouvait générer. Donc, me semble-t-il, pour tenter de répondre à la question que j'ai posée pour commencer, les technologies numériques et surtout les technologies qui se rapprochent de plus en plus de l'intelligence artificielle, qui est au bénéfice des moteurs de recherche pour accroître la consommation et pour faire du profilage de plus en plus adapté aujourd'hui, pourraient atténuer, bien entendu, les situations de handicap, mais selon moi, à 2 conditions que finalement mon propos n'aura cessé de rappeler. D'une part, c'est fort ancien, mais ça n'a pas disparu, une maîtrise technique que l'usager doit développer, ce qui veut dire un effort cognitif, et de plus en plus l'outil est technique, plus il est complexe, plus l'appropriation doit être accompagnée. Et deuxièmement, l'intégration de ces pratiques au niveau social, c'est-à-dire que c'est la règle sociale qui doit changer pour accepter la présence de ces outils dans nos rapports sociaux, dans nos modes de communication. Je prendrai juste un exemple. Pour ceux pour ceux dont l'âge le permet, rappelez-vous, il y a 10 ans, quand on voyait quelqu'un qui avait l'oreillette et qui parlait en marchant dans la rue, on pensait soit qu'il était fort mal élevé, soit qu'il avait une tare, en quelque sorte, qu'il était fou, asocial, idiot, d'avoir ce type de comportement, voire que c'était dangereux si on était conducteur et on le voyait s'engager pour traverser la rue, parce qu'on le pensait concentré dans sa conversation. Les écouteurs dans les oreilles ne nous choquent socialement absolument plus. Et pour ceux qui ont des ados dans l'entourage, quand il en enlève un pour nous parler, on considère que c'est une norme sociale vivable. Il nous consacre un hémisphère de son cerveau pour une petite conversation avant de raccrocher en quelque sorte en remettant l'écouteur dans l'oreille. C'est bien la preuve que nous avons accepté cette norme sociale. Et je crois que tant que nous n'accepterons pas qu'il y ait d'autres normes sociales dans lesquelles les technologies qui permettent d'accompagner, de soulager le handicap soient présentes, alors
le numérique ne pourra pas être un moyen d'alléger ou d'accompagner, en quelque sorte, sauf en laboratoire. Je vous remercie. Merci Françoise. Nous allons passer aux questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Merci Françoise pour cette intervention qui a permis de voir beaucoup de choses dans le sens de l'éduc et le sens de l'information. Je voulais juste revenir sur, quand tu parlais de l'évaluation de Nielsen des portails web et qui était faite avant d'abord par Schneiderman, c'est qu'à l'époque les portails web, ils étaient tous épurés, légers, et donc les handicapés pouvaient y accéder avec des couleurs, avec des clics, simples clics. Maintenant les portails web commencent à avoir d'autres technologies, donc on gonfle et ils deviennent surchargés, et donc ça génère d'autres problèmes. Donc c'est pour ça que c'est l'épuration, je dirais, des contenus de ces plateformes qui peuvent faciliter vraiment l'accès à des personnes liées à l'handicap ou même à des étudiants. Et donc le fait d'avoir des interfaces hyper chargées et la technologie informatique, je sais de quoi je parle, ça gonfle et on met plein en dehors des multimodales, ça alourdit et donc ça génère d'autres problèmes. Donc vous voyez, donc l'usager et le non-usage, ça va recréer d'autres personnes qui seront dans le non-usage. Le micro ne doit pas être branché, je pense. Si. Ah, si. Ah. Non. Qu'est-ce qui ne permet pas? Il doit falloir parler plus près du micro, je pense. Ah. Il faut que tu parles dans le micro. Ah bon, d'accord. D'accord. Je voulais dire simplement que les interfaces des années 70, des années 2000... Je voulais dire justement, juste des interfaces des années 2000 qui étaient faites par Schneiderman, évaluées, c'était des interfaces épurées, alors qu'elles permettaient à beaucoup de personnes handicapées de voir et d'y accéder à ces sites web qui étaient très allégés, et que maintenant, avec les interfaces des portails web ou des plateformes, elles sont hyper surchargées, et ça génère d'autres problèmes à ces personnes, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui est liée à la surcharge cognitive, voilà. Alors, je ferai juste deux remarques. Une, parce que j'adore cette citation qui est en fait de Le Corbusier, qui était finalement un designer, même s'il n'était pas sur les interfaces ni sur les objets numériques, qui considérait que on avait atteint son objectif quand on ne pouvait plus rien enlever. Et vraiment, ça me plaît beaucoup parce qu'on reste avec uniquement les éléments dont on a besoin pour accomplir l'action qu'on doit accomplir dans un contexte donné avec une finalité donnée. Le deuxième élément, c'est que tu as tout à fait raison, mais on a encore franchi un pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais principalement, voire exclusivement, pour des fins commerciales d'une part et de diminution des risques en termes de marché, on est sur des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour profiler l'offre. Il se trouve que dans un autre programme de recherche, je travaille sur une entreprise chinoise dont vous connaissez au moins le nom, Alibaba, qui est une compagnie de données qui s'appelle Data Company, sur vraiment le commerce électronique à l'échelle mondiale. Et donc Alibaba est en train de supprimer les moteurs de recherche tels que nous les connaissons sur Amazon, où on dit qu'on veut lire un livre d'un auteur contemporain, plutôt une femme, plutôt des nouvelles, et finalement ça va nous sortir quelque chose, et puis ça va nous dire ceux qui ont lu ça ont lu autre chose. Ça, c'est du calcul. C'est du calcul statistique à partir de données. L'intelligence artificielle permet donc un profilage qui est capable d'avoir une logique de push, donc de nous proposer sans qu'on demande, en fait, alors que sur Amazon, il faut quand même répondre à que cherchez-vous. On a un minimum à fournir à la machine. Là, c'est même plus la peine. C'est tous les comportements passés corrélés par les comportements de la masse et des types qui nous ressemblent dans cette masse qui offrent une logique de push. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait développer pour n'offrir à quelqu'un que ce
qu'il serait capable ou souhaiterait recevoir. Si je veux recevoir que du son, on doit pouvoir paramétrer la machine pour. Sauf que pour l'instant, l'intelligence artificielle, sauf en laboratoire, comme je le disais précédemment, et après on agite ces expériences haut et fort, ne se destine qu'à une rentabilité économique. D'autres questions? Réflexions, remarques? Ce que tu viens d'évoquer, en fait, Françoise, ça renvoie en fait à des problématiques éthiques. Et ces problématiques éthiques, tu l'expliquais tout à l'heure qu'il y avait des enjeux sociaux beaucoup plus importants et que mettre l'humain au cœur du dispositif ou au cœur de toutes ces préoccupations permettrait sans doute d'offrir finalement une capacité de prise de décision de la personne et pas des contraintes d'usage liées dès la conception et dès la prise de décision de cette offre de service. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est donc, comme je le mentionnais à titre soi-disant anecdotique, c'est le plan État 100% plateforme qui, de manière manifeste, évidente, considère qu'il faut mettre la société française au pas du numérique, sans distinction et sans projet social. Enfin, c'est un projet de rentabilisation ou d'optimisation de toute action sociale entre un citoyen et l'État. Je crois qu'il y a une question. Des réactions un petit peu. donc, tout d'abord, merci Françoise, parce que c'est vraiment très intéressant et de reprendre un peu aussi dans cette vision historique de l'ergonomie des dispositifs et aussi du point de vue des sciences de l'éducation. Donc je voulais réagir par rapport à plusieurs aspects qui m'ont intéressée. Donc à un moment donné, c'est un peu la posture que tu adoptes vis-à-vis de l'usage, des usagers et des non-usagers. Donc il y a une question au milieu de cette... Souvent, en fait, on fait des catégories, et c'est vrai qu'on a une forme de dichotomie, alors qu'on est dans des continuums. Et une question qui m'interroge, c'est la place du contournement d'usage. Donc, est-ce qu'on va ce contournement, on va créer un usage nouveau, comme parfois on est surpris par certains types d'utilisation, même quand on voit avec au départ les ordinateurs, les téléphones portables qui étaient là que pour communiquer. Aujourd'hui, ce sont des véritables ordinateurs et on fait beaucoup plus de choses avec ça. Donc, il y a une pression sociale par rapport à l'usage qui va c'est où les utilisateurs vont trouver une utilité. Donc ça, c'est un peu on a parlé de l'appropriation, donc de l'utilisabilité, de l'acceptabilité, mais aussi de cette notion donc fondamentale qui est l'utilité. À quoi je vais pouvoir m'en servir. Donc c'est un peu le rôle des ergonomes et puis des chercheurs en général, en SIC ou en sciences de l'éducation ou autres, de travailler sur les scénarios d'usage. Mais il y a aussi des usages que l'on ne prévoit pas, et c'est toute la difficulté dans nos métiers en sciences humaines et sociales par rapport à d'autres métiers comme la gestion, où c'était le premier domaine où on a pu relativement informatiser assez facilement, ce qui est beaucoup plus difficile dans nos domaines, justement par rapport à et particulièrement dans le domaine de la formation, sur le côté sur mesure. Donc, pour le moment, et c'est un petit peu ce qui est apparu dans le débat, c'est cette difficulté qu'on perçoit à travers des soucis de rentabilité, de la mise en place de plateformes où finalement ça sera le libre accès, mais on sait que ça ne va pas marcher. Donc, parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, c'était un aspect, juste une remarque, c'est la question du contournement d'usage. Et puis une autre réflexion par rapport à la vision de l'apprentissage, puisqu'on travaille avec Mabouka sur ces questions d'apprentissage formel et informel, où
qui a été évoqué, il y a une part effectivement d'apprentissage informel où on le voit très tôt avec les enfants qui vont s'approprier donc des dispositifs, et c'est toute la difficulté qu'on a du côté de l'éducation et des sciences de l'éducation sur la formation aux enfants, aux élèves, de formation numérique. Qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Et Georges-Louis Baron a été un des premiers à expliquer que, contrairement à un petit peu l'opinion populaire où on dit « Oh, mais les enfants, ils sont nés dedans, ils savent tout faire », c'est vraiment un mythe, hein, puisque Tricot a beaucoup travaillé là-dessus, sur ces conduites adaptatives qui font qu'on est né dans une culture et qu'on va on va être imprégné de l'environnement technologique dans lequel on se trouve, et donc on va apprendre ce qu'on appelle des connaissances primaires, adaptatives, mais qui ne sont pas du tout structurées ni structurantes, et qui sont très limitées à des savoir-faire pratiques. Donc c'est tous les enjeux que l'on va avoir, nous, en tant que spécialistes et aussi formateurs, éducateurs, acteurs. C'est comment former à ces outils, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a nécessairement des connaissances intitulées secondaires qui nécessitent des apports beaucoup plus théoriques et structurants pour pouvoir se servir des outils. Et aussi pour permettre les transferts de compétences d'un outil à l'autre, puisque nous, on le vit depuis une trentaine d'années, comme vous-même, j'imagine. Eh bien, la formation, elle ne doit pas porter sur l'outil technique, mais complètement sur le dispositif, en général, parce que l'outil, nous on le voit dans nos travaux. Bon, moi j'ai travaillé sur les espaces numériques de travail, sur au départ des logiciels éducatifs, etc. Aujourd'hui un peu sur les robots, demain peut-être sur les lunettes virtuelles, etc. Donc on se déplace avec, mais il y aura encore d'autres outils. Et juste pour terminer, sur l'évolution, on voit bien la question de la mise en ligne, mais aussi d'autres formes de relations à l'outil qui sont plus des outils, et donc ce sera l'objet un peu de mon exposé après, qui ne sont plus des objets dissociés de l'individu, mais Bobillier, Chaumont et d'autres travaillent sur la relation symbiotique, hein, où l'objet, avec tout ce que ça peut aussi, avec toutes ces questions éthiques de transhumanisme, mais c'est un autre débat. Voilà, mais je voulais remercier Françoise.